Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à 13h. Au sommaire de cette édition, nous parlerons tout d'abord d'investissement dans les forêts avec Jonathan Diver, le fondateur de meilleurgf.com. Les forêts, un placement alternatif aux valeurs écologiques qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous nous poserons la question de tout ce qu'il faut regarder lorsque l'on souscrit une assurance vie au moment de la souscription, mais également durant la vie du contrat, mode de gestion, fiscalité, bénéficiaire. Tout cela n'aura plus de secret pour vous. Nous en parlerons avec Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Mais nous en parlerons également avec Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale avec au programme aujourd'hui les fonds structurés, le non-coté en assurance vie et pour finir une chronique de Vincent Danis qui nous parlera des unités de compte SCPI en assurance. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis à ce qu'on appelle les investissements alternatifs, investissements passion. Et aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'investissement dans les forêts. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir Jonathan Diver, fondateur de meilleurgf.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Alors certains vous connaissent comme fondateur de meilleurscpi.com. Vous avez décidé de vous diversifier et d'aller pas que, mais essentiellement aussi vers les forêts. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai qu'on a monté Meilleur SCPI il y a 10 ans et en fait, les groupements forestiers sont venus assez naturellement parce qu'en fait, c'est une classe d'actifs qui est au final avec un actif très tangible, les forêts. Ouais. Et pour nous, ça a été tout à fait naturel. Donc, on a vraiment fait un travail important d'analyse, d'expertise, de découverte au final de ce sous-jacent qui est vraiment très intéressant, la forêt en France. Et alors ça permet de trouver du coup les meilleurs groupements forestiers, mais on va peut-être pas parler des meilleurs, pour l'instant on va parler des forêts dans leur ensemble. Investir en forêt concrètement pour un investisseur, ça veut dire quoi Jonathan Diver ? Alors, la forêt, c'est un actif qui est très tangible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une forêt, elle a plusieurs vertus. La première, c'est que c'est une classe d'actifs qui est différenciante dans son patrimoine. Donc, c'est intéressant d'aller diversifier son patrimoine. La deuxième, c'est qu'une forêt, elle capte du CO2. Et ça, j'allais dire, c'est souvent ce qu'on explique au sein de meilleurgf.com, c'est que quelque part, quand vous investissez dans une forêt, eh ben, en fait, votre forêt, elle va capter du CO2. Et si elle est bien entretenue, si elle est bien gérée, elle va en capter un peu plus que si vous la laissiez vivre tranquillement. D'accord. Donc vous voyez que c'est important de bien gérer une forêt parce que si vous gérez bien cette forêt, vous captez plus de CO2 et donc du coup, quelque part, vous compensez les émissions de CO2 qui sont importantes. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, toute la sensibilisation qu'il y a des Françaises et Français au réchauffement climatique, on a besoin d'investir dans un produit de placement qui a du sens. Bien sûr. Et écologique, là, pour le coup, du coup. Voilà, qui est écologique qui va participer à quelque chose de différent. Et c'est pas que écologique. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment intéressant à regarder. C'est que, il y a 450 000 emplois qui sont connectés à la filière bois. D'accord. Non délocalisables. Et souvent, on parle de chômage, etc. Aujourd'hui, il y a 80 000 offres d'emploi qui sont dans la filière bois. Donc, celles et ceux qui se réveillent le matin et qui ont envie d'aller chercher un nouveau job avec une nouvelle passion, etc., ils peuvent aller dans cette filière bois. Et ce n'est pas que découper des arbres. Donc, en fait, c'est large. Avant même de parler d'investissement, ce que vous nous dites, c'est que c'est un actif qui a une valeur écologique, mais également une valeur sociétale, c'est ça ? Et en plus de ça, qui permet de conserver des emplois en France. C'est ce que vous nous dites ? Bien sûr, ouais. C'est de l'emploi non délocalisable. Et quand on regarde cette filière, elle est passionnante parce que vous avez des gens qui ont la passion de la forêt. Et c'est vraiment c'est inspirant. Voilà. D'accord. C'est une valeur, c'est plus qu'une valeur verte, vous voyez. Bon alors, vous nous avez dit effectivement qu'il fallait aussi bien la gérer. Ça, on va en parler dans un second temps parce que justement, on imagine que quand on est investisseur, on ne gère pas sa forêt pour autant. Concrètement, du coup, si je reviens à ma première question, quand on veut être investisseur en forêt, quand on veut être associé à ce que vous nous avez raconté, comment on fait concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur ? J'allais dire, c'est un véhicule d'épargne. Même fonctionnement que la SCPI. C'est-à-dire que vous investissez dans un groupement forestier d'investissement, un GFI. Il a des obligations réglementaires. Il est sous l'autorité des marchés financiers. Vous avez une société de gestion agréée par l'AMF qui en fait crée un véhicule. Et ce véhicule, il va donner une information régulière au souscripteur, à l'épargnant. D'accord. Cet épargnant, il va pouvoir souscrire à partir généralement d'entre 5 et 10 000 euros
sur un investissement, qui va pouvoir lui générer un avantage fiscal, mais c'est pas quelque chose qu'on promeut au sein de meilleurjf.com. Pour nous, c'est vraiment toutes les valeurs. D'accord, ok. Il y en a un, mais on n'y va pas pour ça, selon vous, c'est ça? Pour moi, il ne faut pas y aller pour cette raison-là. D'accord, ok. C'est clair et net. C'est intéressant parce que généralement, on va sur un placement pour du rendement, pour de la fiscalité. Là, vous nous dites, c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut y aller. Il faut y aller pour des convictions et de la diversification patrimoniale. Et les clients qui vont pour des convictions et de la diversification patrimoniale, et ben sur le long terme, moi je suis alors je ne peux pas garantir, mais je suis quasi sûr qu'ils seront gagnants. Parce que c'est un produit très long terme et que quelque part, une forêt, un arbre, pour, j'allais dire, atteindre une certaine maturité, il faut entre 50 et 100 ans. Vous voyez que c'est quelque chose qui nous dépasse en plus. Alors, juste avant de parler de ça, vous nous avez dit entre 5 et 10 000 euros, un investissement de très long terme, du coup. Ça, c'est les caractéristiques qu'il faut garder en tête. 5 000 euros, c'est quoi? C'est réglementaire ou c'est juste que ça ne fait pas sens d'y aller à moins de 5 000 euros? Non, c'est que les produits, généralement, sont accessibles à partir de 5 000 euros, 5 à 10 000 euros. Voilà, en dessous, c'est vrai que c'est compliqué pour le gérant de trouver quelque part parce que ça coûte cher de traiter les dossiers, etc. Donc, voilà, il y a un minimum qui est quand même un peu imposé par les sociétés de gestion qui opèrent ce type de produit. Outils diversification. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'il faut quand même le rappeler, acheter une forêt en direct, c'est détenir des compétences. Oui, bien sûr. Et que c'est pas facile. C'est savoir identifier des forêts. Aujourd'hui, acheter des forêts, trouver des forêts, c'est pas facile. Donc, vous voyez que... et puis, c'est un montant qui est tout de suite important. Acheter une forêt en France... Il faut la protéger, effectivement. Voilà, il faut l'exploiter. C'est 500 à 600 000 euros, un minimum pour une forêt un peu qualitative. Donc là, vous nous dites qu'il vaut mieux investir dans un groupement forestier avec quelqu'un qui va gérer la forêt à notre place. Et quelque part, vous serez diversifié en termes de localisation, vous serez diversifié en termes de typologie de sylviculture, parce que vous pouvez être sur une forêt où vous allez faire en sorte de pousser un peu le rendement, une autre forêt qui va être plus de capitalisation patrimoniale. D'accord. Et vous aurez aussi différentes essences. Voilà. Et alors, justement, pousser un peu le rendement, on peut s'attendre à quel type de rendement sur une forêt ou sur un groupement forestier, même si effectivement, vous nous dites on n'y va pas pour ça non plus. Mais bon, il y a un moment, on est quand même dans un produit d'investissement. Bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que les épargnants regardent. Nous, chez meilleurjf.com, tout comme chez Meilleur SCPI, on est toujours extrêmement prudent. D'accord. Le rendement, quand on regarde dans le rétroviseur, et sur nos analyses et études de tous les groupements forestiers qu'il y a, donc il y en a à peu près une trentaine, on est à peu près entre 1 et 1,5%. Nous, ce qu'on va vous dire en termes de rendement pour les clients, c'est que attendez-vous à avoir un rendement entre 0 et 1%. D'accord. Par contre, on peut aller chercher un peu de valorisation parce qu'on sait que le patrimoine se valorise, que les forêts se valorisent. Voilà, donc c'est pas un produit pour avoir du rendement, c'est un produit pour de la diversification patrimoniale, pour une logique environnementale et sociétale, et puis sur le gâteau, la partie fiscalité. Donc un rendement qui reste somme toute assez faible par rapport à d'autres actifs, mais il vient d'où ce rendement? C'est l'exploitation de la filière bois derrière? Alors exactement, en fait, il y a trois natures de sources de revenus dans un groupement forestier. La première, bien évidemment, c'est la coupe de bois. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous voyez les cours du bois, vous avez intérêt à couper un peu de bois pour quelque part stocker un peu de profit. Bien sûr. Parce que le bois est utilisé dans plein de matériaux, dans plein d'usages. Vous avez la construction, le chauffage, le bois industrie. Et là, les pénuries de matières premières qu'on a connues, par exemple, avec le Covid, ont eu un impact sur la gestion des forêts ou sur les rendements des groupements forestiers, ou c'était complètement décorrélé? En fait, ce qui se passe, c'est que les cours de bois ont pris presque 100% en termes de valeur. Oui, donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un intérêt un peu à couper du bois. Maintenant, philosophiquement, je pense que c'est important que les gérants et que tous les opérateurs et tous les investisseurs, au final, de forêt en France jouent le jeu aussi de la solidarité des entreprises nationales. Parce qu'en fait, à un moment donné, si vous êtes là pour vendre 100% plus cher votre bois à des entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes, c'est un peu dommage parce que du coup, ça fait monter les prix en France. Donc on en revient effectivement à cette idée d'investissement avant tout avec presque des valeurs, c'est ce que vous nous dites. Un mot très rapide sur la filière bois, sur le rendement, donc il y a cette filière bois et ensuite les autres sources de rendement, c'est quoi? C'est la valorisation de la forêt, c'est les visites potentiellement. Alors ça, je ne sais pas si on fait payer un droit de passage. Non, ça c'est pas le cas aujourd'hui. Pas encore, ce serait une bonne idée. Non, il y a la chasse aussi, parce que c'est important. Alors mine de rien, c'est important d'avoir un peu de chasse dans une forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gibier vous abîme en fait
des forêts. D'accord. Et si vous êtes par exemple dans une forêt où vous avez coupé des arbres et que vous replantez des arbres, vous avez intérêt à protéger de façon très importante les jeunes plants, parce que sinon en fait le gibier va l'abîmer. Voilà. Et puis après le dernier élément de rémunération, mais ça vous le savez très bien qu'aujourd'hui la trésorerie ne rémunère rien. Quand vous avez un groupement forestier et que vous placez votre trésorerie, bon voilà, en tout cas par le passé ça a apporté un petit peu de rendement. Alors il nous reste quelques minutes, un mot rapide de la fiscalité avant de revenir sur cette diminution des émissions carbone, ou en tout cas cette compensation. Alors la fiscalité, très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'elle est avantageuse? Alors il y a deux natures de fiscalité. La première, c'est que en fait, quand vous investissez dans un GFI, le GFI est considéré comme au final de l'IRPM, donc l'impôt sur la réduction pour les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, concrètement, vous investissez 10 000 €, vous allez avoir 25%, puisque le décret d'application de l'IRPME est passé courant mai ou juin. Donc vous avez une réduction de 2 500 € sur votre bas de ligne d'impôt. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est le premier avantage, parce que quelque part, vous investissez dans un produit de placement qui a toutes ses valeurs, et puis en plus, vous avez une réduction d'impôt. Deuxième intérêt, et là, c'est un horizon un peu plus lointain, qui s'explique, et on y reviendra sur l'explication. Quand vous investissez dans un groupement forestier d'investissement, vous avez un abattement lors de la transmission de 75% sur la valeur. D'accord. Alors, pourquoi il y a cet abattement, c'est l'abattement Monichon? C'est qu'en fait, si vous voulez, comme on l'a dit, la forêt est un produit de placement qui offre très peu de rentabilité. Bien sûr. Et ce peu de rentabilité, à un moment donné, il y a un gouvernement qui s'est dit il faut quand même un peu booster cette rentabilité à travers cette transmission qui fait que quelque part, quand vous transmettez, au final, admettons, 1 million de valeur de groupements forestiers et d'investissement, eh bien, en fait, la valeur lors de la transmission, c'est que 250 000. Alors, à condition que votre groupement forestier soit à 100%, détienne à 100% des forêts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît quand même vraiment assez fou de se dire, au final, on a cet abattement de 75%. Bien sûr. Mais ça s'explique parce qu'on est sur un produit qui offre très peu de rendement, qui est très long terme et qui a aussi un besoin d'investisseurs, parce que moi j'aime bien le dire régulièrement, si les Français ou les Européens n'achètent pas et n'investissent pas dans les forêts, en fait, ce sera d'autres qui le feront. C'est sûr et certain que ce sera d'autres qui le feront. Très très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, on revient sur cette émission de CO2. Les groupements forestiers sont éligibles au label bas carbone. Du coup, ça veut dire quoi là en un mot, Jonathan Diver? Alors, le label bas carbone, ça veut dire quoi? C'est assez clair quand même. Ça veut dire que quelque part, en fait, on va arriver, grâce à des auditeurs, à quantifier quelque part ce surplus de CO2 qui va être capté. D'accord. Ce surplus de CO2 capté, on peut se dire qu'à un moment donné, à terme, il sera revendu à des sociétés qui polluent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas valorisé dans les forêts. À terme, ça le sera. Ça apportera sans doute un peu plus de performance. Et donc potentiellement un intérêt pour certaines entreprises de placer leur trésorerie dans les forêts pour les récupérer, pour récupérer potentiellement de l'autre côté. Merci beaucoup Jonathan Diver, donc fondateur de meilleurgf.com. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. À présent, une quinzaine de minutes à peu près où on va évoquer toutes les questions qu'il faut se poser lorsque l'on ouvre son contrat d'assurance vie, mais potentiellement aussi tout au long de sa vie. On va donc du coup se poser un certain nombre de questions ensemble pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion Dewagener. Et j'ai également le plaisir de recevoir Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Bon, le thème est assez vaste et en même temps assez clair. Assurance vie, que regarder à l'ouverture? On peut peut-être refaire un tout petit point de définition avec vous, Marion Dewagener, pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un contrat d'assurance vie? À quel moment à quel moment on y pense et pourquoi on ouvre un contrat d'assurance vie? Alors, l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse de l'épargne. D'accord. C'est vrai que voilà, pour un certain nombre d'épargnants, l'assurance vie, ça peut apparaître comme quelque chose où il faut avoir un certain montant à investir. C'est pas du tout vrai. En fait, selon le type de distributeur, c'est vraiment accessible à tous. Et la particularité, c'est que c'est une enveloppe fiscale qu'on peut utiliser, en fait, que ce soit pour constituer un capital, pour préparer sa retraite, pour anticiper une succession. Et donc, c'est quelque chose qui bénéficie d'une fiscalité favorable
tant, alors c'est les termes techniques, en cas de vie qu'en cas de décès. Oui, bien sûr, parce que ça s'appelle assurance vie. Dans assurance vie, il y a quand même cette idée au départ de bénéficiaires qui toucheraient en fait cette enveloppe dans laquelle j'aurais laissé quand même une partie de mon épargne. Exactement, et c'est vraiment la spécificité de l'assurance vie par rapport à une épargne classique. D'accord. C'est que quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on désigne en fait des bénéficiaires qui... Systématiquement. Alors sinon, par défaut, ce sont les héritiers, mais dans ces cas-là, on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal de l'assurance vie, puisque quand on désigne des bénéficiaires, ça sort de l'actif successoral, et donc il y a des conditions plus favorables en termes d'abattement et de fiscalité en cas de succession, et notamment jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, on est hors fiscalité, en dehors des prélèvements sociaux. Alors on reviendra sur les bénéficiaires. Malcolm, Vincent, ce contrat d'assurance vie, on a l'impression qu'il est quand même bien connu des Français. Après, on va voir dans le détail si tout est aussi bien connu. Vous, quand on vient vous voir chez Astoria Finance, c'est quoi? C'est un des premiers placements qu'on vous demande? C'est vous qui le proposez ou vous vous rendez compte qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire dessus? Alors il y a toujours de la pédagogie à faire là-dessus. Clairement, c'est un des placements phares en France, l'assurance vie, et c'est un des placements qu'on recommande le plus. D'accord. Ah oui, donc en fait c'est un de ceux qui est favorisé par les Français, mais c'est un de ceux que vous recommandez le plus également aujourd'hui. Pourquoi c'est celui que vous recommandez le plus? Parce que c'est celui qui correspond aujourd'hui à le plus grand nombre de cas. Il faut savoir que quand un client vient vous voir, on fait une approche globale. Donc on va lui poser un certain nombre de questions, vraiment le passer, on va dire, au microscope pour comprendre quels sont ses besoins. Et le produit aujourd'hui qui répond le plus à la majorité des besoins, c'est le contrat d'assurance vie. C'est le contrat d'assurance vie. Alors pourquoi il correspond le plus à la majorité des besoins? Parce qu'on peut l'investir sur... Parce que comme disait Marion, c'est un produit qui est très souple, avec lequel on peut investir, on peut faire des versements programmés dès 100-150 € par mois. On peut l'ouvrir avec une somme qui est modeste à l'entrée. Donc c'est vraiment le contrat qui est le plus adapté au plus grand nombre de prospects. Et alors, si je commence par ça, donc je viens vous voir, Malcolm Vincent, et je veux ouvrir mon contrat d'assurance vie, bon, j'imagine que vous vérifiez quand même mon profil de risque. C'est la première étape? Non, la première étape, c'est vraiment de faire une approche globale et de comprendre qui vous êtes, quel est votre patrimoine et quels sont vos objectifs. D'accord. Et après, on va définir un profil de risque. D'accord, donc ça, c'est la deuxième étape. Exactement. Et alors après, quand on va choisir un contrat d'assurance vie... Et vous pouvez me dire non, en fonction de votre profil de risque, on n'ouvre pas de contrat d'assurance vie ou quand même, globalement, non, parce ça que correspond à tous les profils de risque? Parce que le profil de risque, il va définir l'allocation qu'on va mettre à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. D'accord, donc ça ne définit pas le fait d'aller ou pas sur un contrat d'assurance vie? Non, le profil de risque va permettre de déterminer quelle est la part de risque que vous êtes prêt à prendre en fonction de l'horizon de placement qu'on a défini ensemble. Et donc, c'est ce qui va définir l'allocation financière, donc quelle est la proportion d'unités de compte, par exemple, qu'on peut mettre, et au sein de cette proportion, quelle est la typologie des fonds qu'on va sélectionner. Et alors, quand on ouvre son contrat, on a parlé de bénéficiaires très rapidement avec Marion Dewagener, on commence par définir des bénéficiaires ou on commence par parler d'allocation sur son contrat d'assurance vie? Alors, il n'y a pas de... On commence et on fait les deux. D'accord. Ça fait partie des deux prérequis. D'accord. Parce que de toute façon, pour valider, pour souscrire un contrat d'assurance vie, il faut qu'on ait à la fois des bénéficiaires et à la fois une allocation. D'accord. Il faut forcément les deux. Exactement. Pour que ça rentre dans la facilité de succession offerte par le contrat d'assurance vie. C'est bien ça, Marion Dewagener? Absolument. Donc ça veut dire que concrètement, si je mets un bénéficiaire, donc là c'est ce que vous nous disiez, donc ça sort de l'actif successoral finalement, et si je n'en mets pas, ça re-rentre automatiquement dedans. Absolument. Et alors pour l'allocation maintenant, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai l'impression, en fait la question pourrait être sur quoi ne peut-on pas investir quand on est en assurance vie, Marion Dewagener? Je pense que le sujet c'est sur quoi on peut et on doit investir au regard de ce que disait Malcolm par rapport justement au profil de risque. D'accord. Alors historiquement, l'assurance vie en France, c'était essentiellement le fonds euro. Bien sûr. C'est-à-dire que la compagnie investissait pour le compte de ses assurés sur ce qu'on appelle le portefeuille général. Et c'était essentiellement, et c'est encore essentiellement... Oui, ça reste une énorme majorité pour le coup aujourd'hui. C'est une grosse majorité, mais nous, on anticipe vraiment que ça va se transformer parce que le fonds euro est essentiellement investi dans des obligations et des obligations d'État. Bien sûr. Et dans le contexte de taux qu'on connaît aujourd'hui, on a des rendements qui tendent vers zéro. Et donc, en fait, la promesse du fonds euro jusqu'à il y a quelques années, c'était un capital garanti, mais quand même un peu de rendement. Et aujourd'hui, il y a toujours cette idée de capital garanti puisqu'il y a une majorité d'obligations d'État, mais le rendement, par contre, lui, s'érode de plus en plus. Exactement. Le capital reste garanti sur le fonds euro, mais si on veut parler de performance, eh bien là, il faut aller investir aux côtés du fonds euro vers des unités de compte. Et là, c'est un univers extrêmement large,
tant des actions, des obligations, que également des actifs liquides, que ce soit de l'immobilier, du private equity, de l'infrastructure. Et donc, en fonction justement de l'appétence au risque du client et de son horizon d'investissement, ça va permettre de définir quels sont les actifs et quelle est l'allocation qui correspond aux objectifs du client. Et alors, Malcolm Vincent, vous faites comment, vous, pour choisir, du coup, déjà, entre... Ça existe des contrats d'assurance vie sans non investis sur des fonds euros, ou ça reste quand même le premier réflexe? Non, alors dans l'assurance vie, comme disait Marion, il y a deux familles. Il y a le fonds en euros et les unités de compte. Là où le fonds euro est passé de 4% de rendement en 2013 en moyenne à 1,3 aujourd'hui, on voit bien que pour aller capter de la performance, il faut aller sur les unités de compte. Mais on met toujours du fonds euro quand même pour garantir une partie du capital? Alors, on met toujours non. Non, il y a des clients qui n'en veulent plus. Qui n'en veulent plus, d'accord. Qui disent, moi, 1,30%, ça ne me va pas. Donc, je suis prêt à aller à 100% en unité de compte. Et après, avec une allocation, quand on construit une allocation, on peut aller chercher une performance moyenne de 3-4%. On n'est pas obligé d'aller chercher du 15, du 20 ou du 25%. Okay. Donc, plus on va chercher du rendement, plus on va chercher du risque. Donc, oui, il ne faut pas oublier ça, même dans un contrat d'assurance vie. Bien sûr. Parce que le contrat d'assurance vie, en fait, a quand même cette idée, vu qu'il était très investi sur les fonds en euros, qu'il était globalement sûr. Là, si on ne met pas de fonds en euros, il n'est pas moins risqué qu'autre chose. D'accord. Exactement. Après, ce qu'il faut regarder, c'est quel contrat d'assurance vie. Parce qu'il y a des contrats d'assurance vie qui vont référencer, par exemple, 20 unités de compte. Et il y a des contrats d'assurance vie qui vont référencer 2000. D'accord. Donc plus on a un contrat d'assurance vie... Et ça dépend du contrat, donc de l'émetteur du contrat d'assurance vie. On en parlera du coup. Et donc plus on a un contrat avec un panel d'unités de compte qui est important, plus on va pouvoir justement réaliser une allocation financière, donc un choix de nombre de fonds qui va être le plus en ligne avec votre profil de risque. Donc ce que vous nous dites entre les lignes, c'est qu'il vaut mieux aller vers des contrats d'assurance vie qui proposent un large choix d'investissement pour pouvoir diversifier au maximum ses investissements. Pour pouvoir diversifier tant à l'entrée, au moment de la souscription, mais aussi durant la vie du contrat, parce qu'une assurance vie en moyenne, c'est 12 ans. Et en 12 ans, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir des crises économiques, des crises sanitaires, comme on vient de connaître. Donc il faut faire évoluer et adapter son allocation au moment de la souscription avec les évolutions macroéconomiques. Et alors, actions cotées, actions non cotées, SCPI, immobilier en direct, selon vous, il faut pouvoir investir dans tout? Il y a des choses que vous regardez plus que d'autres? Il y a des choses qui sont vraiment totalement adaptées à des investisseurs ou complètement inadaptées à certains autres investisseurs? Bien sûr. Alors, déjà, on voit que depuis quelques années, l'immobilier a pris une part de plus en plus importante dans l'allocation des contrats d'assurance vie. Donc ça vient quoi? Remplacer les fonds en euros parce qu'on se dit que c'est quand même plus sûr? C'est moins volatile, ça paraît plus sûr. Ça paraît plus sûr, mais on peut aussi, il n'y a pas de garantie en capital sur l'immobilier. Je pense que le private equity va prendre de plus en plus une part importante dans les contrats d'assurance vie pour à peu près les mêmes raisons. C'est un actif tangible sur lequel il y a une volatilité qui est plus faible. Maintenant, c'est aussi risqué. Et ça, ils le comprennent, les gens qui viennent vous voir, que le private equity, ça peut être parce qu'effectivement, il y a des rendements qui sont très intéressants. Mais est-ce que l'activité est comprise forcément par les épargnants? C'est justement le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de faire comprendre à son client et d'expliquer justement sur quelle classe il va être investi. Donc, est-ce qu'ils le comprennent? Oui, parce que c'est quelque chose aussi qui est facilement compréhensible, parce que ça reste quelque chose de tangible, et quand on fait investir dans des fonds de private equity, on peut dire souvent quels sont les sous-jacents qui sont en dessous. Donc, oui, et on peut comprendre concrètement quelle est l'activité de l'entreprise. Exactement. Marion de Wagener, du coup, il y a un point très intéressant qui a été mentionné par Malcolm Vincent, c'est qu'effectivement, il faut choisir le bon émetteur du contrat d'assurance vie. Vous partagez, du coup, vous, cet avis qu'il faut avoir le plus de possibilités d'investissement possible pour diversifier au maximum ensuite, pour laisser à l'expert en gestion de patrimonial la possibilité de diversifier au maximum, en fait, les investissements? Alors, je pense qu'il y a un point d'équilibre, parce qu'effectivement, on a certains contrats d'assurance vie sur le marché qui sont extrêmement restreints en termes d'accès à un univers d'unité de compte, qui est finalement un univers d'investissement dans lequel on peut choisir. Donc là, effectivement, si on souhaite pouvoir bénéficier sur la durée de toutes les opportunités de marché, ce n'est pas forcément le bon choix. Après, avoir un contrat avec 2000 unités de compte... est-ce qu'on va vraiment aller sur les 2000? Je pense que même en tant qu'expert de la gestion de patrimoine, c'est peut-être beaucoup. Et finalement, c'est vraiment l'équilibre d'avoir accès à toutes les classes d'actifs avec différents asset managers aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, le conseil qu'on offre souvent à nos clients, c'est d'opter pour des
des clients qui ne sont pas avertis et qui ne sont pas à l'aise eux-mêmes à faire ce choix, parce qu'effectivement, on est dans un univers très large, c'est de pouvoir choisir de confier en fait la gestion à la compagnie d'assurance et d'opter par exemple pour de la gestion pilotée qui permet que sur une base régulière, que ce soit mensuelle, que ce soit trimestrielle, que l'assureur, compte tenu de ses convictions sur les marchés, des opportunités, puisse faire les arbitrages pour le compte du client, ce qui permet au client de ne pas avoir à se soucier, de se dire je suis investi sur telle classe d'actifs. Là, on voit en ce moment en Chine les choses ne vont pas très bien. Voilà, c'est rassurant de se dire tiens, les arbitrages vont être faits pour moi et je ne vais pas rester investi sur des choses qui vont perdre beaucoup d'argent. Alors après, c'est les marchés, on ne sait pas comment ça évolue, mais ça permet de confier à des experts qui ont une vision des marchés et des grandes tendances macroéconomiques. Et alors justement, la gestion pilotée, on la connaît pour les marchés cotés. Ça vaut également dans la gestion d'un contrat d'assurance vie pour aller vers de la SCPI, de l'immobilier ou du private equity, ou ça reste vraiment focus marché coté? Alors, le principe de la gestion pilotée, c'est que le contrat et donc l'allocation est arbitré sur une base régulière. D'accord. Donc, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens pour des actifs illiquides qui ont souvent en plus des droits d'entrée d'être arbitrés, puisque sur ces actifs, l'idée, c'est de rester dans la durée. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, dans ces cas-là, ce qui peut être opté, c'est une partie du contrat en gestion pilotée et une partie qu'on dédie à ces classes d'actifs qui ont vocation à rester investis sur toute la durée du contrat. Alors, un autre sujet quand même assez régulier sur l'assurance vie, c'est la fiscalité. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Marion Dewagener, c'est une enveloppe fiscale intéressante. Il est d'usage de penser à ces fameux 8 ans. Qu'il faut ouvrir son contrat d'assurance vie le plus tôt possible parce qu'au bout de 8 ans, on pourra sortir en fait une partie de son capital à moindre frais. C'est effectivement quelque chose auquel il faut faire attention? Alors, de toute façon, quand on investit, ce n'est plutôt pour se projeter sur le long terme. Après, la règle des 8 ans, elle est vraie en termes de fiscalité. Mais l'argent n'est absolument pas bloqué pendant les 8 premières années. D'accord, donc ça reste liquide. Donc ça reste c'est important liquide. De le préciser. Et ça, c'est vrai que c'est quasiment une légende urbaine, on pourrait dire, puisqu'effectivement, beaucoup de clients pensent que l'argent est bloqué pendant 8 ans, ce qui n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a un avantage fiscal au bout des 8 ans qui est plus intéressant. En fait, au-delà de 8 ans, pour une personne seule, il y a de l'ordre de 4 600 € de produits. Donc les produits, c'est l'écart entre l'argent versé et la valeur du contrat qui sont hors fiscalité, sur lequel on n'est imposé que sur les prélèvements sociaux. Mais pendant les 8 premières années, depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on a encore une fiscalité qui reste favorable. Donc du coup, c'est pas du tout un souci. C'est cette fameuse date du 27 décembre 2017 où tous les versements antérieurs ont une fiscalité précise et tous les versements supérieurs ont une autre postérieurs ont une fiscalité, du coup, ce fameux prélèvement forfaitaire unique. Exactement. Et puis sur ces 8 premières années, du coup, si le client opte pour ce prélèvement forfaitaire unique, c'est un taux de 12,8% d'impôt, qui fait qu'avec les prélèvements sociaux, on est à 30%, tout compris de fiscalité, ce qui du coup reste un écart pas si grand par rapport à ce qui se passe après 8 ans. Alors, il nous reste une petite minute pour aborder un dernier point que beaucoup d'épargnants regardent, c'est les frais. Malcolm, Vincent, comment vous abordez ce sujet avec vos clients? Alors, les frais, il y en a plusieurs dans un contrat d'assurance vie. Il y a les droits d'entrée, les frais de gestion, et après, il y a d'autres frais durant la vie du contrat qui peuvent être par exemple des frais d'arbitrage. D'accord. Et nous, c'est quelque chose par exemple qu'on va regarder, c'est les frais d'arbitrage. Et on y pense dès le début quand on ouvre son contrat d'assurance vie, quand on est épargnant, à tout ce qui va arriver sur le reste de la vie du contrat? On n'y pense pas. D'accord. Et c'est justement un des rôles aussi, c'est de pouvoir expliquer aux clients quels sont les frais qu'il va subir durant toute la durée de vie de son contrat. Et notamment les frais d'arbitrage, pour moi, sont importants parce que si on veut justement faire évoluer la location au sein de son contrat, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher à chaque fois. On ait des frais qui soient les plus faibles possibles, voire certains contrats aussi font des frais gratuits d'arbitrage. Et donc ça, c'est un point aussi important à regarder au moment de la souscription. Les droits d'entrée sont au moment de la souscription. Donc en fonction du conseil qu'on apporte, on peut légitimement accepter de payer des frais d'entrée plus ou moins élevés. Ça dépend aussi du conseil qu'on reçoit. Donc par exemple, des frais d'entrée plus élevés pour des frais d'arbitrage moins élevés par la suite. Exactement. C'est pas automatique, mais ça peut être une façon de... C'est pas automatique, mais c'est sûr que les frais d'arbitrage, c'est quelque chose d'important, parce que quand on part en moyenne pour 12 ans et qu'on fait des arbitrages qui peuvent être nombreux durant la vie du contrat, c'est important de faire attention à ce point. Marion Dewagener, même question sur les frais. Du coup, quand on émet un produit d'assurance vie, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce qu'on sait derrière que ça peut avoir un impact sur les choix qui vont être faits?
Et au-delà de l'impact sur les choix, les frais, ils ont forcément aussi un impact sur la performance. Et c'est vrai, voilà, on a mentionné un certain nombre de frais. Il y a d'autres frais aussi qui sont parfois moins transparents ou moins faciles à voir pour le client. Ce sont les frais qui sont liés à la gestion des actifs, donc les frais d'asset management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des contrats qui ont été lancés, qui sont en clean share. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, il y a une transparence totale. Exactement. Il n'y a pas de reversement de l'asset manager à l'assureur. Et ça, c'est vrai que c'est des frais qui étaient un petit peu cachés, même si on les révèle. Et donc, c'est plutôt un atout pour les épargnants de se tourner vers ce type de contrat. Merci beaucoup à tous les deux. Une quinzaine de minutes pour parler de l'assurance vie. Beaucoup de réponses et sûrement beaucoup d'autres questions. Donc, vous pourrez les poser à Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci beaucoup. Merci. Et vous pourrez les poser également à Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion patrimoniale afin de parler de leurs enjeux mais également des tendances du secteur. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et au sommaire aujourd'hui dans le Club Macro. Fonds structurés, faut-il les loger dans un mandat de gestion? On en parle dans un instant avec Louis Pradier, directeur général d'Equitim. Et ensuite, dans le Club Action, on parlera de non-coté. On se demandera quel est l'intérêt de passer par l'assurance vie. On en parlera avec Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaires. Et dans le Club Expert, nous retrouverons Vincent Danis, président de Savignan, et on parlera avec lui d'unité de compte. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, nous recevons Louis Pradier, directeur général d'Equitim. Bonjour Louis. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, les produits structurés connaissent un intérêt croissant de la part des investisseurs. Tout le monde en veut, ou presque. C'est vrai que généralement, on les achète plutôt à l'unité, mais il y a une autre solution. On peut les loger dans un mandat de gestion. Et peut-être qu'il faudrait déjà qu'on rappelle ce qu'est un mandat de gestion. En fait, les structurés, en effet, connaissent une belle croissance depuis maintenant quelques années. Les investisseurs sont très satisfaits des rendements proposés. Déjà parce qu'ils s'offrent une très bonne lisibilité dans la formule de remboursement aux clients. Et puis, c'est une classe d'actifs qui performe. Voilà, nous, depuis une dizaine d'années, la moyenne des rendements des produits structurés se situe autour de 6%, quelles que soient les phases de lancement dans le marché, que ce soit sur un marché haut ou baissier. La moyenne de tous les produits fait autour de 6%, avec des scénarios de perte en capital qui sont inférieurs à 5%. Donc ça offre une très belle lisibilité aux clients. Et on a donc une demande croissante et un marché qui explose avec beaucoup d'investisseurs qui demandent à y souscrire. En revanche, le vrai sujet maintenant, c'est comment on offre plus de services à la distribution. Comment on optimise le moyen de souscrire aux produits structurés. Mais c'est là qu'il y a le mandat de gestion. Exactement. Historiquement, on souscrit un produit structuré via un contrat d'assurance vie à l'unité, avec des annexes de souscription et des périodes de commercialisation qui peuvent mettre jusqu'à 2 mois. Pour pouvoir permettre à la société de gestion, la banque privée ou l'indépendant du patrimoine d'aller voir tous ses clients pour faire signer le produit. Nous, aujourd'hui, on pense que ce système peut être modernisé via un outil qui s'appelle le mandat de gestion en produits structurés. D'accord. Voilà. À quoi ça sert ? En gros, le principe, il est assez clair. Nous, on veut permettre aux clients de pouvoir rentrer sur le marché via les structurés à une date précise, sans être contraint par des règles d'un assureur ou par un timing précis. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Un client final, un investisseur, va voir son CGP ou sa société de gestion ou sa banque privée, lui demande d'ouvrir un contrat d'assurance vie et donne mandat à cette société de gestion pour gérer cette poche de structuré dans le contrat d'assurance vie. Il perd complètement la main.
le monde, il perd la main, oui, mais c'est voulu. C'est pas, voilà, c'est de son plein gré. En fait, l'idée, c'est de définir un cadre très précis. On définit un univers d'investissement, une zone géographique, des typologies de produits qu'on a le droit de mettre, une pondération maximum, évidemment, puisque le produit structuré s'intègre dans une allocation. Donc, l'idée, c'est peut-être de dire, voilà, je peux mettre jusqu'à 25% de produits structurés, plutôt sur indice, plutôt des zones majeures, donc États-Unis, Europe, voilà, on s'arrête là. On fait des produits avec un risque d'ici max 5, max 6. Donc on définit un cadre très précis. Et là-dedans, la société de gestion, en partenariat avec le CGP, aura la main pour passer les arbitrages au nom du client. D'accord. Combien ça coûte ? Alors, c'est une bonne question. On nous l'a remonté très souvent. Évidemment, il y a une société de gestion à payer. Donc ça sera, il y a des frais annuels qui peuvent être compris entre 0,30 et 0,50 selon les montants, selon les cas. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une surcharge. Ça amène tout un tas de choses au client. Un produit structuré, quand il est souscrit en assurance vie, je prends un exemple très clair. J'ai un produit qui se lance au 1er janvier 2021, par exemple. Il est remboursé au 1er janvier 2022. Donc, le client est content. Il a touché un coupon de 7%, mettons. Son CGP reconstruit un produit. Mais le temps de le faire référencer dans l'assurance vie et d'aller faire signer tous les clients, en fait, le point de lancement du nouveau produit sera dans 3 mois. Ou dans 2 mois. Et vous avez la possibilité, du coup, de le lancer plus rapidement parce que vous êtes sous mandat de gestion ? Exactement. Donc, on gagne 3 mois de coupon. Le mandat de gestion, le produit structuré, il est remboursé le 1er janvier. Le lendemain, on a une réunion de gestion. Si l'ensemble des interlocuteurs, y compris le CGP, pensent qu'il y a une opportunité à aller sur ce produit ou sur celui-ci, on traite le produit avec un émetteur après avoir fait un appel d'offres. Et le soir même, les clients sont investis. Et alors justement, sur les produits, il y a une question quand même. Effectivement, les produits structurés, on en parle beaucoup, ça plaît pas mal. Vous nous avez donné les rendements moyens et le taux de défaut moyen. Pour rappel, c'est quand même, alors on appelle ça souvent le meilleur des deux mondes parce qu'il y a une partie de garantie en capital dans ces produits structurés et une partie plus risquée où on va chercher du rendement. Si on parle d'arbitrage, c'est qu'en fait, il faut agir de manière régulière sur cette partie risquée pour aller chercher du rendement. C'est pas toujours très clair sur ce qu'on met dans cette partie risquée, ou en tout cas, c'est pas toujours expliqué très clairement. Vous, si vous dites demain à un épargnant, faites-nous confiance, puisque du coup, on va aller chercher du rendement pour vous et on va créer les produits structurés en fonction des scénarios de marché ou en fonction du contexte actuel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre et comment est-ce que vous allez pouvoir réagir sur cette partie risquée ? Parce que là, c'est vraiment une question de confiance. Non, mais alors le sujet, c'est que déjà un produit structuré, alors en effet, les composants optionnels qui délivrent la performance sont parfois assez compliqués à intégrer pour quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie. En revanche, le contrat que l'investisseur passe avec la banque, il est très clair. Il sait qu'il est protégé à moins 50, il sait qu'il peut avoir du coupon de 6, et il sait dans quel contexte ça arrive. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et donc le client donne un mandat en ayant cette capacité de définir, enfin de lire les règles qui seront souscrites. Ensuite, il y a quand même des garde-fous dans ces mandats de gestion, avec un assureur qui donne ses règles pour encadrer le mandat, une société de gestion qui doit contre-valoriser tous les produits qui sont lancés, et un CGP qui vérifie en permanence, le lien n'est jamais coupé entre le CGP et la société de gestion, qui vérifie si le produit est en adéquation avec le profil de risque du client. D'ailleurs, quel est l'avantage pour le CGP ? Parce que là, l'avantage pour le CGP, il est que si jamais il y a une enveloppe de produits structurés de 2 millions d'euros qui est remboursée le 1er janvier 2022, mais que ce CGP, il a 200 clients dessus, comment il fait pour aller faire signer les 200 clients pour, mettons, rentrer le lendemain ? C'est impossible. Il doit passer. Aujourd'hui, le principe d'un produit structuré en assurance vie, c'est qu'il y a le produit structuré est considéré par l'AMF comme un instrument financier complexe. Donc, l'assurance vie doit émettre un avenant spécifique, une annexe de souscription dédiée au produit structuré que le client final doit signer. Donc, les 200 clients doivent recevoir une proposition d'arbitrage en disant, voilà, moi je pense que ce produit structuré est en adéquation avec ton profil. En revanche, quand ça fait 5 ans que le client il est remboursé chaque année de 6 ou 7%, que les produits se ressemblent, pour nous, c'est une perte de temps. C'est une perte d'opportunité. L'idée, c'est pas de dire au CGP, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, prendre tes commissions et jouer quelque part avec l'argent de l'investisseur. C'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de pouvoir être ultra réactif et de se dire là, par exemple, le marché fait moins de hier, je ne sais pas comment ça ouvre ce matin, mais potentiellement, il y a des opportunités.
Si j'ai eu un produit de remboursé... Mais c'est ça justement que j'aimerais peut-être clarifier, c'est il y a des opportunités, on a parlé tout à l'heure de gestion par rapport à des indices, et du coup concrètement en fait c'est quoi? C'est des options qui sont prises systématiquement en fonction des scénarios de marché que vous allez avoir? Voilà. Par exemple, le marché fait moins 2% hier, il fait moins 6 sur les banques, il y a un pic de volatilité sur les valeurs financières. Nous, nos produits se nourrissent de volatilité, puisque nous vendons à découvert des options. Ça, vous jouez sur les variations de cours. Nous vendons des options qui nous rapportent une prime qui est injectée dans le produit. Plus cette prime est élevée, plus on va voir des rendements élevés ou des protections élevées. Et du coup, nous, on est très opportunistes. On est un peu schizophrène. On a envie que les marchés montent pour que les produits se désactivent et délivrent les performances, mais on a aussi envie parfois qu'il y ait de la volatilité pour pouvoir capter ces pics de vol et délivrer des belles formules aux clients. Voilà. On est un peu entre deux. Évidemment. Et finalement, pour Equiteam, l'avantage, c'est quoi? Parce que finalement, c'est moins de paperasse, moins de coups de fil. Il y a quand même une histoire de gain de temps. Nous, c'est travailler en sérénité, de se dire, quand les assureurs, d'une manière générale, nous imposent des contraintes sur les nombres de mécanismes et les sous-jacents utilisés. Donc en fait, en ayant la possibilité de déléguer avec une société de gestion qui a un cadre plus large, on va pouvoir aller chercher le meilleur de la classe d'actifs. On va pouvoir aller chercher des marchés émergents, des produits structurés avec 4, 5 ou 6 mécanismes, alors que certains assureurs nous limitent à 3. Donc c'est-à-dire que dans des marchés qui sont hauts, par exemple, nous, en ce moment... Pourquoi limite? C'est pour limiter le risque? En fait, l'AMF dit, voilà, au-delà de 3 mécanismes, c'est un produit complexe. D'accord. Ou à vigilance non simple. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'on simplifie, on se permet de faire plus de choses, mais du coup, on encaisse le risque, une partie du risque, si jamais effectivement on n'est pas dans un exemple très simple, un produit structuré aujourd'hui sur un indice optimisé avec un biais ESG, un produit tout simple avec un rappel annuel à 100% du niveau initial, c'est 3 mécanismes. Il est éligible partout. Si je mets un mécanisme qui dit le produit, il va se rappeler même si le marché baisse, c'est-à-dire que j'intègre un mécanisme de dégressivité. Chaque année, le produit se désactive même si il baisse de 3%. Donc dans des marchés qui sont hauts, c'est plus sécurisant pour le client, on est d'accord. Ce produit-là, il va passer à 4 mécanismes puisque la dégressivité compte un mécanisme. Donc il sort du scope, donc il est plus éligible. Donc, voilà. Si j'intègre encore un autre mécanisme qui dit qu'à maturité, je mets une double protection du capital, je passe à 5. Je le rends encore moins éligible, alors qu'un mandat le permet. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller proposer le meilleur de la classe d'actifs dans un cadre où on est ultra réactif. Et le mandat, en un mot, c'est plus ou moins risqué du coup que quand on est dans les clous de ce que vous imposent les assureurs? Pour moi, c'est moins risqué. C'est moins risqué parce que chaque mécanisme qu'on apporte, c'est pas pour complexifier le produit ou pour apporter du risque, c'est pour justement la dégressivité rend le produit plus sécurisé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Louis Pradier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Equiteam et on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans le Club Action. On va à présent parler de non-coté et on va se demander quel est l'intérêt de passer par l'assurance vie pour investir dans le non-coté. On en parle avec Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaires. Bonjour Geoffrey Réplin. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Bienvenue sur ce plateau. Quand on parle de non-coté, on parle de capital investissement et encore, c'est une grande famille. Après, il y a différentes réalités au sein du capital investissement. Ça se développe de plus en plus du point de vue des particuliers. On a l'impression que tous les intermédiaires, voire même les professionnels du private equity, veulent aller voir les particuliers. Pourquoi ça se développe autant là sur ces derniers mois, voire dernières années, parce qu'effectivement ça a été rendu possible depuis la loi Pacte, mais là spécifiquement depuis ces derniers mois. Ah, vous avez déjà presque tout dit. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Non, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe depuis pas mal d'années. Tout simplement, la réponse à la loi Pacte, vous l'avez évoqué, mais aussi une volonté de diversification. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie et de manière générale, les investisseurs allaient beaucoup vers le fonds euro, vers les UCI immobilières et vers les marchés financiers cotés. Bien sûr. Ouais. Les fonds euros aujourd'hui sont de plus en plus limités en termes d'accès. Les UCI immobilières, on voit qu'il existe certains ratios maximum d'investissement. Et les unités de compte financières, les marchés sont relativement hauts en ce moment. On ne sait pas si ça peut encore monter, si ça va baisser. Je pense que vous l'avez évoqué avec l'intervenant précédent. C'est une grande interrogation. Et ce sujet de diversification. Donc on cherche une nouvelle classe d'actifs sur laquelle investir. Et ensuite, évidemment, la réponse à la loi Pacte, où on cherche à redynamiser l'économie réelle, quelque chose de palpable pour l'investisseur. Et notamment, effectivement, c'est en lien avec l'idée de relance de l'économie après la pandémie. Bon, alors... c'est des rendements qui sont attractifs. Les rendements moyens dans le private equity sont autour de 11%. Après, ça dépend de la gestion. Mais oui, c'est attractif. C'est peu liquide, voire pas liquide du tout, puisque du coup, on investit sur le long terme. C'est des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 5 000 € à peu près.
Moi, la question que je me pose comme ça, c'est il y a des institutionnels qui sont quand même sur ce marché depuis très longtemps, qui sont capables de mettre des très gros tickets, il y a des rendements qui sont présents. Ouais. En fait, il y avait un monde finalement entre professionnels de la finance qui marchait très bien. Pourquoi d'un coup d'un seul l'ouvrir et s'embêter à aller l'offrir aux particuliers alors que c'est complexe à comprendre et que c'était un monde qui roulait, quoi. Alors, il existe plusieurs formes de private equity. Vous avez évoqué le private equity institutionnel. Bien sûr. Et depuis quelques années, en dehors de l'assurance vie, on a vu apparaître différents types de fonds de private equity. Généralement, la performance n'était pas vraiment autour de 10, 11, 12%, okay. Puisque forcément l'intermédiation et la morcellation en petites poches à partir de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros faisait qu'il y avait des coûts. Et on ne retrouvait généralement pas les mêmes TRI. Bien sûr. Ah oui, parce qu'on peut avoir ce rendement-là quand on est sur un seul investisseur qui amène une grosse somme d'argent. Généralement, effectivement. Et donc, c'est pour ça que le marché du private equity, historiquement, est plutôt un marché d'institutionnels capable d'arriver avec des multimillions. C'est souvent ce sujet. Bien sûr, oui. C'est moins le cas pour des particuliers. Voilà, la performance pour les plus riches. Et depuis quelques années, on essayait de voir comment le particulier pourrait participer à la danse. Alors, nous, typiquement, avec Primonial, on a développé un partenariat avec différents grands acteurs, avec Oradea, avec Idinvest, pour créer une solution en assurance vie, où Oradea se positionne en tant qu'institutionnel pour acheter et investir dans du private equity de qualité institutionnelle. D'accord. Et on va décider d'en mettre à disposition des clients particuliers qui vont investir dans le contrat assurance vie. Donc c'est l'assureur qui se positionne en tant qu'institutionnel, mais qui va en faire partager ses meilleurs clients au sein de petites enveloppes. Ça, c'est Primopact ? Exactement, tout à fait. Quand on dit de qualité institutionnelle, ça veut dire qu'on va sur des choses moins risquées parce que l'institutionnel n'aurait pas voulu aller sur des choses risquées, c'est ça ? On n'est pas sur du business angel qui va aller sur du capital risque, par exemple ? Alors, c'est vrai que le capital amorçage, vraiment participer au lancement d'une société, c'est quelque chose que les grands institutionnels ne font pas toujours. Tout simplement parce que lorsqu'ils arrivent avec des très grosses lignes d'investissement, ils deviennent vite propriétaires et ce n'est pas toujours l'idée. Prendre une majorité ou prendre une participation, oui. Prendre 100% du capital, ce n'est pas toujours l'intérêt de l'institutionnel qui veut aussi que les dirigeants et les entrepreneurs mènent leur business. Donc l'idée, c'est d'arriver sur des sociétés qui ont déjà un business model éprouvé, sur lequel on a certaines preuves de développement. Et en fait, l'apport nouveau de liquidité va les aider à développer un nouveau concept, à s'internationaliser, à recruter des talents, pour que cette société prenne une ampleur de second niveau, de troisième niveau, et vraiment à l'échelle mondiale. Donc on n'a pas les mêmes acteurs sur le capital investissement que sur l'amorçage, que sur l'investissement ou la transmission. Évidemment. Nicolas l'évoquait en introduction, il y a la concurrence, vous n'êtes pas tout seul. En quoi votre produit, c'est Primopact du coup, est mieux que la concurrence ? Alors mieux. S'il est mieux, déjà. Voilà. S'il est mieux. Alors j'aurais tendance à apprécier ce genre de commentaires. Effectivement, mieux, je ne sais pas. Unique au moment du lancement, il y a environ 1 an et demi, on a été les seuls. Les premiers, les pionniers. Les pionniers sur le lancement d'une solution de private equity qualité institutionnelle, disponible à partir de 5 000 euros et surtout avec une liquidité bimensuelle. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est qualité institutionnelle. Et la liquidité bimensuelle. Et la liquidité, d'accord. Ouais, vraiment, c'est ce qui a fait la différence. Aujourd'hui, quand on parle de performance autour de 10, 11, 12% pour les grands institutionnels qui investissent de très grosses enveloppes, il y a aussi ce sujet de l'illiquidité. C'est-à-dire qu'on va payer le fait que notre argent soit bloqué pendant plusieurs années. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, forcément, l'intermédiation par l'assureur va avoir un léger coût, notamment sur cette liquidité. C'est-à-dire que tous les 15 jours, un assuré qui a besoin d'avoir cette liquidité, tous les 15 jours, il a la possibilité de sortir de cette unité de compte. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc des rendements, j'imagine, un peu moins élevés du fait qu'on peut sortir à tout moment. Alors potentiellement moins élevés. On sait que... Du coup, moins élevé, ça veut dire quoi ? Nous, notre objectif en scénario conservateur, c'était d'aller chercher environ 6% de performance. On voit que pour un produit qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'1 an, la VL aujourd'hui se situe déjà à plus de 105, presque 106. Donc l'effet Courbangy n'a pas descendu en dessous de 99. Donc finalement, ce qu'on peut souvent reprocher au private equity, d'avoir une couche de frais importante à amortir dans les premiers mois, nous, celle-ci n'a quasiment pas existé. C'est aussi lié au contexte. Il faut reconnaître qu'en période de crise, si on regarde les meilleurs millésimes de private equity durant les 20 dernières années, c'est pendant les plus grandes crises que nous avons les meilleures opportunités d'investissement. Bien sûr, ok. Quand on s'est lancé il y a 2 ans, le Covid n'existait pas. Le Covid est passé par là, c'est pas du tout une aubaine parce que ça a été terrible pour des millions de gens.
voire plus. Mais c'est vrai que sur ce type d'investissement, ça a créé des opportunités qui ont été plutôt bonnes et on espère que ça se retrouvera dans les portefeuilles d'investissement. Justement, vous avez fermé votre deuxième enveloppe de Primopact, non, là, en septembre? Exactement. Donc on peut peut-être parler collecte et investissement. Ah, vous êtes à jour, c'est bien, très bien. Alors, On essaye. Primopact, c'est un seul produit, mais qui a eu 2 fenêtres de commercialisation. En fait, quand on lance ce type de structure, souvent on a 24 mois de commercialisation maximum, c'est quelque chose de réglementé. Et on avait ouvert la première fois pendant 12-13 mois. Et on a rouvert pendant 7-8 mois. La commercialisation vient de s'achever le 9 septembre. On avait un objectif de collecte d'environ 30 millions. On a dépassé cette enveloppe. Pas beaucoup, hein. On est légèrement au-dessus de 30. Donc à nos yeux, c'est un succès. On collecte à peu près 1 milliard cette année. Donc vous faites le ratio, dont 650-700 millions en assurance vie. 30 millions sur 750 millions, on arrive sur un ratio qui est plutôt intéressant, on est de l'ordre de 4% environ. C'est plutôt sympa. Et surtout, ça nous donne la possibilité de rediscuter avec nos fournisseurs et nos partenaires sur ce sujet pour lancer Primopact 2, j'espère, dès la rentrée 2022. Donc j'allais vous demander si on se demande si c'est vraiment fait pour les épargnants, le private equity ou autre, et notamment sur cette question d'illiquidité. Moi, ça m'interpelle quand même le fait que ce soit liquide. Comment est-ce que vous faites pour que d'un coup d'un seul, un investissement qui de base est illiquide puisque l'entreprise a besoin de son argent, vous le faites pour le rendre liquide? Ça fonctionne réellement ou il y a des contraintes à respecter quand même? Non, ça fonctionne réellement et le meilleur exemple qu'on peut avoir, ce qu'on a fait avec Primopact et le private equity, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 13 ans, 14 ans avec la SCI Capimo, que je pense la plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui connaissent. C'est l'une des unités de compte immobilières les plus consommées du marché. L'immobilier, par essence, c'est illiquide. Bien sûr. Lorsqu'un assureur en achète, en prend une enveloppe de 50 millions, 100 millions en début d'année et qu'elle la met à disposition en tant qu'unité de compte, c'est l'assureur c'est l'assureur qui va assurer la liquidité en cas de besoin de rachat du client. Capimo, liquidité hebdomadaire. Tous nos clients, tous les épargnants qui ont souhaité un jour sortir de Capimo, dans la semaine, donc avec les délais administratifs en plus, sortaient. Oui, enfin, même 2 semaines comparé à 10 ans, ça change. Mais du coup, C'est l'assureur, il prend un risque énorme parce que ça veut dire que du coup, il doit pouvoir rembourser tout le monde alors qu'il n'est même pas sûr d'avoir réalisé de la rentabilité de l'autre côté. Alors heureusement, il y a 2 garde-fous à ça. Capimo, c'est nous qui sommes allés vers l'assureur pour leur proposer le projet. Pour le private equity, ça a été une discussion entre Stéphane Vidal, le président de Primonial, et ses contreparties chez Oradea. Ces derniers, au sein de leur fonds euros, achètent déjà du private equity depuis des années. D'accord. Et dans le cadre d'un partenariat stratégique qu'on a avec eux, nous ont proposé aussi de mettre un peu de private equity à disposition en tant qu'unité de compte. Ce que vous dites, c'est que ce qui paraît une poche énorme pour un particulier n'est finalement qu'une petite poche de ce que l'assureur investit en private equity, c'est ça? Dans le cadre d'Oradea, on parle de quelques centaines de millions d'euros face à un fonds euro qui dépasse les 90 milliards. Et évidemment, il y a une règle qui s'appelle Solvency 2, Solvabilité 2, qui en fait impose aux assureurs, en face de chaque sous-jacent détenu dans leur livre, d'avoir en face un certain montant immobilisé. Donc en face de l'immobilier, on va retrouver environ 25% d'immobilisation. Face au private equity, on va retrouver un autre pourcentage assez important. Mais toutes ces barrières et toutes ces protections sont là avec des assureurs et des partenaires de renom. Merci beaucoup Geoffrey Réplin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Primonial Partenaires. Le thème, c'était non coté passé par l'assurance vie. On rappelle que du coup, on investit en private equity quand on est épargnant via un contrat d'assurance vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Merci de regarder le Club Expert. Vincent Danis, président de Savignane, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. On va parler unité de compte, mais de manière peut-être un peu plus originale, ou peut-être pas celle forcément attendue. On parle en même temps d'assurance et de SCPI. Au départ, 2 univers très différents. Alors très différents et qui n'avaient pas vraiment d'atome crochu au départ pour se rencontrer. Sur cette émission très thématique assurance vie, on a pu voir que les assureurs étaient des gens qui étaient prudents par nature, soucieux de la liquidité qu'ils devaient apporter aux assurés épargnants, et puis qui valorisaient quotidiennement leurs contrats. De l'autre côté, vous avez les sociétés de gestion de SCPI, bien sûr, avec 3 prix différents sur une SCPI. Vous avez un prix d'entrée, un prix de sortie, et une valeur de réalisation, en gros la valeur d'expertise. Et puis vous avez un actif sous-jacent que parfois il faut mettre plusieurs mois pour pouvoir vendre. Donc globalement, la conséquence de cette rencontre qui n'était pas tout à fait spontanée, c'est d'avoir des règles de gestion différentes par assureur, parfois pour chaque SCPI, avec une résultante pour l'épargnant. C'est un univers d'une complexité folle, merveilleuse pour le conseil, puisque la même SCPI qui peut être attractive en direct peut rester attractive dans un contrat d'assurance vie et devenir très moyenne dans un autre contrat.
C'est fou. Merveilleuse pour l'expert, et justement, ça tombe bien, on en a un sur ce plateau. Quel intérêt à ce rapprochement assurance SCPI du coup? La problématique des assureurs, c'est l'érosion des rendements des fonds en euros. C'est-à-dire d'avoir habitué les épargnants à un rendement régulier élevé. Et même si une SCPI, ce n'est pas du tout un fonds en euros, il n'y a pas de garantie en capital, il va y avoir des caractéristiques communes. Vous allez avoir un rendement élevé de 3 à 3,5 par an, net de frais de gestion, avec simplement une valorisation une fois qu'un des prix change, c'est-à-dire peut-être une fois par an, peut-être même pas. Et puis, vous allez avoir, d'un point de vue par contre épargnant, quelque chose de tout à fait différent et intéressant, qui est de changer la fiscalité revenu foncier par la fiscalité issue de l'assurance vie, bien plus clémente. Bien sûr. Et puis, autre avantage à ne pas oublier, que ce soit pour l'assureur qui veut servir ses épargnants ou pour l'épargnant, c'est qu'on retrouve une grande modularité dans la capacité à avoir les revenus dont on a besoin. C'est-à-dire qu'un épargnant peut se dire, je vais surexploiter mon contrat si j'ai besoin de davantage de revenus, je vais capitaliser pendant une période où j'en ai moins besoin, et tout cela en pouvant changer au fil du temps et s'adapter à ses besoins. On oublie souvent cet avantage, et c'est intéressant pour les deux, en fait, assureurs comme épargnants. Pourquoi s'y intéresser maintenant, Vincent? Parce que nous arrivons dans la saison la plus propice. Smart Patrimoine est l'émission qui permet aux épargnants de mieux comprendre, mieux gérer leur épargne. Eh bien, c'est la pleine saison pour les unités de compte SCPI, parce qu'une SCPI a une valeur d'expertise qui, en fait, est photographiée une fois par an au 31 décembre. D'accord. Oui. Et cette photo ne change pas pendant tout le reste de l'année. Quand on arrive au mois de septembre, on a une très bonne visibilité sur ce qui s'est passé depuis le 1er janvier dernier. Bien sûr. Évidemment, ouais. On connaît l'évolution du marché. Les sociétés de gestion de SCPI commencent à nous dire que pour les bureaux loués, centraux, bien desservis, en fait, tout va bien. On observe même des renouvellements de baux sans évolution de surface, donc pas d'impact observé du télétravail. Donc ça veut dire que pour le moment, on peut se dire au moins stabilité là-dessus. Et puis on peut connaître aussi le parcours spécifique de chaque SCPI. Ouais. Et là, quand vous avez un taux d'occupation qui est monté graduellement de 88 à 90 puis à 92% durant l'année, après, d'un point de vue expertise immobilière, ça veut dire que vous avez des flux de cash flow futurs qui seront supérieurs en fin d'année, constatés au 31 décembre 2021, et donc des expertises en hausse. Là, on parle en théorie, on ne parle pas du marché SCPI actuel. On parle du marché SCPI D'accord. actuel. On est sur 2020. 88 à 92% de taux d'occupation aujourd'hui. Sur certaines SCPI, donc là aussi, il faut être sélectif. D'accord, donc ce n'est pas toutes les SCPI, Et effectivement. le très grand avantage, c'est effectivement d'avoir cette communication, ces bulletins de santé, qui permettent de suivre et de sélectionner. Pierre Dac disait que les prévisions sont un exercice difficile, surtout quand elles concernent l'avenir. En matière d'unité de compte SCPI, vous pouvez faire des prévisions en observant le présent. Et ça, c'est un avantage immense. Ça permet aux conseillers de temps en temps de prendre un rôle de magicien. Mais comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de surnaturel. Il y a simplement de l'étude, du travail, de l'observation. Et alors justement, il nous reste quelques minutes encore. Cette étude, ce travail, cette observation, sur les SCPI, il y a quand même un risque sur les rendements, il faut le dire, c'est que les rendements, ça vient des loyers. Oui. Effectivement, c'est ce que vous regardez, notamment sur cette période-là. Mais on peut aussi gonfler un peu ces rendements en vendant un actif quand on n'arrive pas au taux d'occupation actuel. Ça, c'est quelque chose que vous regardez de près, du coup, j'imagine. Dès qu'il y a une vente, on n'y va pas, par exemple ou... Non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder si les performances que l'on observe peuvent justement permettre de prédire l'avenir ou pas. D'accord. Si vous soutenez artificiellement un dividende en cédant des immeubles en plus-value, ça pourrait durer quelques temps, mais ça veut dire que la tendance à moyen long terme, c'est quand même une érosion des loyers reçus. C'est-à-dire qu'il y a moins de parc immobilier et il y a moins de loyers qui arrivent dans ce parc-là. Il peut y avoir réinvestissement après, mais ça pourra prendre un temps. Si en revanche, une société de SCPI vous dit « je sers le même rendement que l'année dernière, mais en plus, je suis capable de doter le report à nouveau qui servira au rendement des années futures dans ce cas-là, vous êtes particulièrement serein sur justement cette stabilité du 3, 3,5 que l'on pourra avoir à l'intérieur de l'unité de compte assurance. Merci beaucoup Vincent Danis, président de Savignane. Vincent. J'imagine, vous nous l'avez dit que c'était passionnant pour un expert justement d'être sur ces SCPI parce qu'il faut trouver les bonnes et ensuite réussir à les intégrer dans son contrat d'assurance vie. Merci beaucoup de nous avoir décrypté un petit peu ces unités de compte SCPI en assurance vie. Merci également Laura pour cette co-animation en ce mardi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.